tous disparu. Des hommes, des avions, des navires, ils ont tous été effacés. Pas d'appel de détresse, pas de débris retrouvés, juste des routes interrompues, des familles sans réponse et une zone sur la carte entre Miami, Porto Rico et les Bermudes. Aujourd'hui, le nom de cette zone est tristement célèbre. Bienvenue au Triangle des Bermudes. Si on retrace un petit peu l'histoire du Triangle des Bermudes, beaucoup de choses sont inexpliquées. On peut parler par exemple en 1918 de l'US Cyclops qui quitte Porto Rico avec 309 marins. Et quelques heures après, on apprend leur disparition sans laisser aucune trace. En 1945, 5 bombardiers s'envolent pour un exercice et ils ne sont jamais rentrés. Il y a des dizaines de cas similaires. Des cargaisons perdues, des messages radio qui finissent dans le vide. Dans cette vidéo, certaines parties sont documentées, d'autres simplifiées. Certains révèlent d'erreurs humaines, d'autres, elles, restent inexplicables. En tout cas, aujourd'hui, on va ouvrir les dossiers, on va écouter les derniers messages, on va passer en revue des explications plausibles. Entre la météo, le courant, des vagues énormes, des instruments qui auraient déconné, installez-vous confortablement, cet épisode va être croustillant. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et c'est parti. Les marins, depuis qu'ils existent, ont toujours imaginé des monstres différents, des mirages et même des dieux qui jouent sur les hommes. Mais le Triangle des Bermudes a une spécificité très particulière. Il est à la fois très fréquenté et très mal compris. Ses premières notes, celles qui des siècles plus tard se transformeront en légendes, ne viennent pas de tabloïds modernes, mais des premiers explorateurs. Imagine Christophe Colomb sur la mer Noire, autour de la Pinta et de Santa Maria, des nuits où la lune se reflète en un filet d'argent sur l'eau de mer. Dans son journal, il note des premières lueurs à l'horizon et une boussole qui ne se comporte pas comme d'habitude. Pour un homme du 15e siècle, ce genre de note se range dans la case des signes. Pour nous, c'est simplement une mention dans un carnet ou même une phrase parmi tant d'autres. Mais ajoutée à plusieurs autres récits, cette phrase devient graine et fait émerger certaines théories. À l'époque des caboteurs et des navires marchands, la mer engloutit parfois des hommes sans explication. Un cargo qui part à l'aube et qui n'arrive finalement jamais soulève énormément de questions et la presse se charge de transformer la question en récit. Le récit se nourrit ensuite parfois d'archives mal classées, des rapports pas publiés et des témoins qui se contredisent sans arrêt. On sent que les arguments s'assemblent mal, mais ils s'assemblent quand même. L'histoire officielle du mythe commence au XXe siècle. Vincent Gaddis étale ses observations en 1964, qui combine des incidents anciens et un petit peu plus récents. Puis Charles Berlitz publie un livre en 1974 qui transforme le tout en une machine à frissons. On parle désormais d'Atlantis, de champs magnétiques étranges, d'explications surnaturelles, bref, la sauce prend. On sent que les lecteurs veulent en savoir un petit peu plus et les médias vont s'en servir. Mais derrière la couverture, il y a du travail d'archives. Il y a par exemple Larry Kush, irrité par l'emballement, il passe le dossier à la loupe, il remet une à une les histoires en place, montre où des avions se sont accrochés hors zone, où des dates ont été complètement inventées, où des embellissements ont grossi la rumeur. Le mythe n'en souffre pas, il s'adapte. Au lieu de disparaître, il se transforme même. Il devient alors un mythe devenu résilient, nourri par le spectaculaire et attisé par l'incertitude. Mais il faut garder un regard droit. L'existence de récits n'implique pas l'existence de forces surnaturelles. Elle implique l'existence d'hommes qui racontent, des journalistes qui veulent vendre des pages, d'auteurs qui écrivent pour qu'on les lise. Le mythe est donc d'abord une construction humaine. Et chaque mythe a son couple d'ennemis, entre la fascination et le scepticisme. Maintenant, on entre dans les récits. Imagine un cargo de Navy, l'USS Cyclops, chargé de minerais lourds, de pièces, d'hommes qui parlent très fort et qui fument sur le pont. C'était un vrai navire massif. C'était pas du tout un petit navire. Le 4 mars 1918, il quitte la Barbadée, en direction des Baltimore. Il ne donnera jamais un appel de détresse. On sait seulement que par quelques communications antérieures, il a traversé des eaux calmes. Puis plus rien, plus de 305 personnes évaporées sans aucune trace. Là, si on prend une seconde, il faut imaginer l'angoisse des familles. Les familles qui attendent une lettre et qui finalement la reçoivent jamais. La marine, elle, organise des recherches. Et plusieurs jours sont passés, aucune trace. Pas d'hydrocarbures, pas de débris. Bref, les théories fusent. Est-ce une attaque de
de sous-marin? Est-ce une tempête soudaine? Une explosion ou même une erreur de chargement? Mais aucun indice n'aide l'enquête. Un autre récit de 1945, celui du Flight 19. Si l'USS Cyclops a une allure tragique, Flight 19 a l'allure d'un cauchemar aérien, littéralement. 5 TBM Avengers, donc des pilotes ultra expérimentés, volent en formation pour un exercice. Le ciel ce jour-là n'est pas orageux, c'est la Floride en décembre. Bref, les 5 avions partent, les heures passent, et peu après, des transmissions radio deviennent très confuses. Le commandant de mission, monsieur Charles Tyler, signale des instruments détraqués et une incapacité à déterminer leur position. Il dit à un moment qu'il n'arrive plus à retrouver la côte. La dernière série de messages contient cette montée d'adrénaline. Nous n'avons plus d'essence. Nous nous dirigeons vers le sud-est. À la surface, on envoie un avion de secours parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Bref, les radios se mettent à grésiller et c'est le gros bordel. Quelques heures plus tard, plus aucun signal et on les retrouvera jamais. Un autre exemple typique du triangle des Bermudes, c'est en 1941. 2 navires, 2 histoires semblables. Même zoo, date très proche, le Porteus, puis quelques semaines plus tard, le Nereus. Alors je suis désolé, j'écorche sans doute les noms. Ils ont tous les deux disparu. Dans les dossiers, on retrouve des témoins qui disent qu'il y avait un très mauvais temps ces jours-là. Mais bref, ça ne fait que nourrir cette théorie. Des exemples comme ça, je peux vous en donner énormément. On peut par exemple parler de Joshua Slocum, le marin disparu, en 1898 ou 1899, selon les versions. Bref, ça n'arrête pas et c'est assez compliqué à comprendre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous ces éléments-là constituent le cœur du récit des triangles des Bermudes. Ok, maintenant qu'on s'est plongé dans les légendes, on va prendre un petit pas de côté pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se serait passé. Les deux choses que les scientifiques avancent, ce serait une météo complexe et des tempêtes très violentes. L'Atlantique tropical a en effet une météo très déchaînée et c'est assez compliqué d'y survivre. On sait aussi que les tempêtes locales se forment très rapidement et en une vingtaine de minutes, on peut passer d'une mer calme à une mer déchaînée. On sait aussi que le triangle des Bermudes fait partie du Gulf Stream. C'est un courant très chaud qui file le long de la côte est des États-Unis et qui donne une puissance directionnelle incroyable à l'eau. Un navire qui traverse malheureusement ce courant très chaud peut se décaler très rapidement de sa trajectoire et être très vite perdu, encore plus à ces époques-là. Il y a une autre théorie qui a pris de l'ampleur, ce serait les anomalies magnétiques, car la Terre n'est pas une bille parfaitement aimantée. Et on sait qu'à certains moments, ça peut faire défaut, surtout avec une boussole qui fonctionne avec un aimant. Bref, tous ces arguments-là ont été avancés par les scientifiques, j'en oublie sûrement certains, mais on sait que dans la région, c'est assez compliqué de savoir qui a raison et qui a tort. Bon, en tout cas, pour conclure, il y a beaucoup de choses à garder en tête, car je suis pas rentré dans les détails. Si vous voulez une vidéo beaucoup plus profonde, vous me le dites, et j'en ferai une. Mais là, je suis resté assez superficiel pour que tout le monde puisse comprendre, et j'ai essayé de rester assez neutre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le triangle des Bermudes, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de contes, qui s'appuient sur des faits réels, et des faits un petit peu moins prouvés, pour ne pas dire faux. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'une grande part des récits a été amplifiée par les médias et par les journaux. On sait aussi que les scientifiques annoncent des théories naturelles, comme par exemple la météo, les tempêtes, les courants chauds, mais pareil, rien n'est encore prouvé et chacun est libre de croire à ce qu'il veut. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le mythe persiste car il répond à des besoins narratifs, expliquer l'inexplicable, dramatiser l'aventure, donner une face au hasard, c'est humain. Pour finir, le triangle des Bermudes n'est pas une entité qui tire des vaisseaux au fond de la mer. C'est plus un mythe que beaucoup adorent raconter, embellir, et c'est ça qui fait la force du triangle des Bermudes. Bref, le triangle des Bermudes, c'est un endroit où chacun est libre de croire, chacun raconte sa version, et c'est ce qui fait qu'on a encore à l'heure d'aujourd'hui un mythe vivant. Bref, c'était Nathan, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça aide vraiment pour les vidéos. Moi je vous dis à bientôt, salut!